Bonjour, je suis avec Guy Suzon Ramangasson, directeur général des parcs nationaux de Madagascar. Guy Suzon, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle au sein des parcs nationaux de Madagascar? Oui, mon rôle, le titre est là, directeur général. Mais en fait, c'est pour coordonner et puis pour gérer aussi 35 unités de gestion qui regroupent quelquefois 2 aires protégées de parcs nationaux. Donc on en a sur tout le territoire malgache. Ce sont les aires protégées les plus anciennes et les plus représentatives qui ont été mis sous protection depuis très longtemps, quelques-uns depuis 1926. C'est pour dire leur importance, détectée depuis très longtemps. Et on a continué. Donc sur la base de cela, on a mis sous la gestion de Madagascar National Parks, ANGAP avant, Association nationale pour la gestion des aires protégées, précédemment, la gestion de ces aires protégées les plus sensibles. Et c'est le noyau du système des aires protégées de Madagascar. Après, on les a étendues jusqu'à 122, mais le noyau reste, je dirais, c'est un peu comme si c'était l'iris de l'œil. Merci beaucoup. Et du coup, comment vous vous impliquez dans cette COP23, donc la raison de votre venue ici à Bonn, et comment vous voyez ce processus de négociation? Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens ou... Comment je suis venu ici? Madagascar National Park est un organisme rattaché au ministère de l'Environnement, hein. Je joue un peu le rôle de gestionnaire des aires protégées, mais surtout de conseiller, hein, le ministère, Madame le ministre, en matière de politique de gestion des aires protégées. Donc tout ce que nous faisons, nous essayons de le valoriser. Et comme vous le savez, les aires protégées sont confrontées dans les pays en développement à leur pérennisation financière. Pendant presque 25 ans, ça a été soutenu par les bailleurs, les partenaires techniques financiers, y compris la France. Et maintenant, depuis 2000, on a mis en place une fondation pour pérenniser. La fondation servirait à quoi? Pendant que les bailleurs, les partenaires avaient encore la volonté de payer, de nous aider à structurer les aires protégées, on a dit tiens, on va créer une fondation, comme on a fait en Amérique latine. On s'est inspiré de ce qui se passait en Amérique latine, on a été là-bas pour voir. Et on a créé une fondation avec une loi malgache. Et maintenant, l'argent qu'on appelle le capital est déposé dans cette fondation. Eux, ils ont le savoir-faire pour le placer à l'international. Et nous, nous utilisons les intérêts pour couvrir nos frais de fonctionnement. Petit à petit, ça a augmenté. Et maintenant, la fondation capitalise jusqu'à 60 millions de dollars. Dont 50 millions à peu près pour les parcs et réserves. Donc nous continuons à négocier avec les bailleurs et ce que nous souhaitons à travers les nouveaux mécanismes de financement, entre autres, si ce n'est pas sous forme d'investissement direct ou de frais opérationnels, que ce soit sous forme de capital placé dans cette fondation. Imaginez, c'est peut-être un rêve mais qui devra, que Dieu me donne vie, ça deviendra réalité. Imaginez qu'on puisse lever 150 millions de dollars à partir de tous les mécanismes innovants et qu'on le place. Je peux vous assurer que la pérennisation des aires protégées serait assurée, au moins dans leurs frais de fonctionnement. Après, les investissements, on trouvera. Parce que de l'autre côté aussi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, on nous a demandé de promouvoir le tourisme, parce que le tourisme a un potentiel énorme à Madagascar, hein, qui est mal encore exploité. Donc, à travers le tourisme, nous essayons de faire, c'est un secteur transversal. Vous développez le tourisme, vous développez le transport, vous développez les hébergements, l'hôtellerie, la restauration, les routes, tout. Donc ce que nous faisons actuellement à travers les parcs nationaux, c'est de créer des produits d'attrait basés sur la beauté du paysage malgache, la beauté de la faune et de la flore, et tout cela ensemble, c'est un produit d'attrait. Donc on nous a demandé de mettre en place tout ce dispositif de produits. Les bailleurs ont accepté, particulièrement la coopération allemande, hein, et nous investissons dans les parcs pour créer des produits touristiques, éco-touristiques plutôt, pour rester éco. Et ça nous a fait venir, juste avant la crise en 2009, ça nous ramenait à peu près 1 600 000 dollars de l'année. Et s'il n'y avait la crise, on serait déjà au triple ou quadruple. Imaginez donc que pour couvrir nos frais, on ait la fondation, on ait nos fonds propres, l'appui du gouvernement et des bailleurs qui pourraient nous aider à investir. Dans un horizon de 15 à 20 ans, on était tranquille pour couvrir les frais de fonctionnement et dépendre moins des partenaires techniques et financiers. Oui, d'autant que la préservation des forêts, comme vous le rappelez, a un intérêt économique, un intérêt d'adaptation, un intérêt d'atténuation. Donc ça rentre tout à fait dans le cadre des politiques mises en œuvre au niveau climatique.
Un dernier mot peut-être sur les négociations. On sait que ça se passe beaucoup en anglais, mais que derrière, vous avez des institutions comme l'Organisation internationale de la francophonie, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, sont des organisations qui sont dans les négociations, qui sont aux côtés des pays. Est-ce que vous pourriez avoir un petit mot sur le rôle justement de la francophonie dans ces négociations et comment ça aide à porter la voix des pays d'Afrique francophone notamment et de Madagascar? Oui, vous savez, la francophonie, c'est une langue d'abord qui nous réunit. Déjà, entre nous qui avons grandi avec la langue française, hein, dans le pays ou en France, c'est déjà une bonne chose. C'est un réseau qui existe. Et s'échanger au niveau international, si on a une langue qui nous facilite les choses, c'est encore mieux. Et je pense qu'à ce niveau-là, la francophonie est un espace, hein, qui permet de se retrouver entre personnes qui parlent facilement d'une même langue, la langue française. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler anglais. Mais quand on aura discuté en anglais, on ramène, hein, avec nos amis francophones les discussions et ça nous donne je ne dirais pas une forme de sécurité, mais un espace pour renforcer ce que nous avons en tête, hein, parce qu'on parle beaucoup plus facilement. Ça, c'est une chose. De toute façon, avec l'évolution aussi de l'espace francophone, qui se veut culturel et même de plus en plus économique, il n'y a pas de doute que l'espace francophone pour nous aura une autre dimension plus, hein, que seulement un échange. Hein, ça prendra une autre dimension. Les discussions que j'ai eues avec mes amis, parce que j'ai travaillé au Cameroun longtemps, hein, avec mes amis de la Guinée-Conakry qui venaient prendre la parole, on a discuté, mais on a dit bien, ouais, maintenant il faut mutualiser nos expériences entre pays francophones. Et je serais plus à l'aise, hein, de travailler en Guinée-Conakry, j'ai travaillé au Cameroun, hein, travaillé un peu au Gabon, au Congo. Vous voyez, je suis plus à l'aise dans un espace francophone. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas dans un espace anglophone. Hein, mais ça sera plus facile pour échanger parce qu'il y a des aspects, je dirais, humains, la culture étant une dimension humaine aussi de la chose, qui faciliteront les choses. Et je souhaiterais que ça continue comme ça. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie.